On va commencer donc cette session migration et addiction pour laquelle on est heureux de vous accueillir. En guise d'introduction, un petit peu en propos cadrant comme ça, je vous propose de se rappeler les données publiées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire par Santé publique France il y a un peu plus d'un mois maintenant, qui illustrent à quel point les exilés portent de nombreux facteurs de vulnérabilité, pas forcément liés aux addictions, mais en tout cas de nombreux facteurs de vulnérabilité, faibles ressources financières, absence de logement bien évidemment et d'hébergement, précarité du séjour, défaut de protection maladie, infection, problèmes psychiques, obstacles linguistiques, difficultés d'accès à l'alimentation, isolement et situation de détresse sociale. Ce sont les principaux éléments qui sont relevés dans ce remarquable numéro du BEH, avec aussi d'autres chiffres, comme par exemple près des 2/3 des exilés déclarent des antécédents de violence, 14% des antécédents de torture, 13% des violences liées au genre, voilà, 16% des antécédents ou souffriraient de syndrome post-traumatique. Donc des situations qui sont, on le sait, dans le cadre des prises en charge dans les addictions, qui sont des vrais facteurs de risque, des vrais facteurs de vulnérabilité. De notre côté de l'Europe, on a cette mer Méditerranée, qui a bercé notre histoire, par laquelle d'ailleurs notre histoire a commencé, où les anciens finalement ne voyaient qu'une seule civilisation qui était partagée autour de la mer, des deux côtés de la mer, Mare Nostrum, un autre mer, qui s'est transformée plus récemment, ces dernières années, dans une mer monstrueuse qui véhicule la haine, la souffrance et puis des drames humanitaires que vous voyez apparaître dans les journaux ou dans les médias quand ils sont relayés tous les jours. Face à ces constats, il nous a semblé vraiment important, avec Jean-François Corti, de pouvoir vous proposer ce temps d'échange sur addiction et migration, en se basant sur différents questionnements. Différents questionnements qui, d'abord, seraient notamment quel est l'état des lieux des consommations dans les pays d'origine, qu'est-ce qu'on en sait, comment ces gens qui arrivent en France, ces nouveaux exilés, consomment ou pas des produits. Est-ce que l'on a ici des poursuites, des arrêts, des produits qui sont débutés lors des phénomènes ou des mouvements migratoires? Comment on les repère, comment on les identifie? On va s'apercevoir que c'est compliqué, que très souvent les structures qui sont dans l'accueil des migrants, quelles que soient ces structures humanitaires qui sont vraiment dans l'accueil et qui favorisent l'accès aux droits de ces migrants, ne repèrent pas forcément, ne questionnent pas forcément ces histoires de consommation, donc on n'a pas beaucoup de données. Quels services également sont proposés ou quels services sont également utilisés, sont investis par les nouveaux arrivés sur le territoire national, mais on pourrait également parler de ce qui peut se passer dans notre pays, comme en Belgique par exemple, où des actions spécifiques ont été mises en place. Quelle fonction pour le produit? Est-ce que c'est un produit de dopage? Est-ce que c'est un produit de défonce? Est-ce que c'est un produit de survie également? Et puis quel circuit d'approvisionnement ou de trafic? Donc vous voyez pas mal de questions. Pas mal de questions pour lesquelles on va avoir 3 interventions pour commencer à y répondre, suivies d'un débat avec vous, qui permettront, on le souhaite en tout cas, d'avoir un maximum d'informations. Merci Nicolas. Donc moi je suis le docteur Jean-François Corti, directeur des opérations internationales de Médecins du Monde, et je suis très honoré de pouvoir animer cette table ronde qu'on a élaborée avec Nicolas, et je remercie déjà tous les organisateurs de la THS et aussi les intervenants. Donc Nicolas a dépeint un petit peu les enjeux sur lesquels nous voulons intervenir, sur l'idée aussi de pouvoir parler de cette problématique dans le cadre d'une situation, on va dire, de crise actuelle, avec une augmentation importante d'arrivée de migrants précaires depuis 2013-2014, notamment sur le continent européen, même si l'on sait que la migration ne se focalise pas exclusivement sur l'Europe, c'est une faible partie de la migration mondiale, avec beaucoup de migration sud-sud ou voire nord-sud. L'idée, c'est aussi de profiter de cette fenêtre d'actualité pour pouvoir aussi porter un regard potentiellement en fonction des données qu'on aurait ou qu'on n'aurait pas sur la manière dont on accueille ces migrants en Europe et en France. Pourra-t-on parler d'une crise migratoire ou une crise de l'accueil? On sait que voilà, accueillir des milliers de personnes génère potentiellement des tensions, implique une réflexion sur des dispositifs sanitaires, sociaux, et c'est aussi l'occasion, au travers de migration et addiction, de se questionner potentiellement sur nos politiques répressives, essentiellement très sécuritaires, dès lors qu'on parle de migration en France et en Europe, pour savoir si justement ces politiques accentuent les mécaniques d'addiction, rendent difficile l'accompagnement d'usagers, voire induit des conduites à risque majorées.
Je prends l'exemple caricatural de ces jeunes migrants afghans qu'on peut retrouver dans certains camps ou dans certaines rues à Athènes, bloqués du fait des accords turco-européens et des fermetures des barrières en Europe, et qui créent les conditions pour ces jeunes migrants de pratiques d'addiction, parfois de la prostitution, du besoin de trouver des financements pour payer des passeurs et s'échapper de leur enfer. Je pense aussi aux situations à Calais et Dunkerque qu'on a vu ces dernières années. Beaucoup de migrants vivent dans des conditions déplorables et des conditions d'addiction, notamment sur l'alcool, mais pas que, se développer. Voilà, comment à un moment donné aussi, nos politiques migratoires, nos politiques globales peuvent aussi induire, accentuer la précarité, accentuer les prises de risques, voire les pratiques d'addiction. Voilà, comment on peut parler de ça? Est-ce qu'on a des infos sur ça? Comment on peut le documenter? C'est tout l'enjeu qu'on a voulu développer sur cette table ronde avec Nicolas. Avant de passer la parole aux intervenants, en termes de méthode, on aura donc trois intervenants qui se présenteront eux-mêmes et ils parleront 15-20 minutes, ce qui nous laissera une bonne demi-heure, au moins 20 minutes, pour pouvoir échanger avec vous des questions, vos points de vue. On va commencer par Michel Gandion, donc tu vas te présenter. Tu vas essentiellement parler de la question migratoire, évidemment, puisque c'est l'enjeu de la table ronde. Est-ce qu'il y a des usagers spécifiques? On t'écoute, tu as 15-20 minutes. D'accord. Bonjour à tous, merci d'être venus. Oui, alors je me présente, donc je m'appelle Michel Gandillon, je travaille à l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Et mon intervention voudrait un peu fixer un cadre général, voir ce que l'OFDT, via le dispositif TREND, donc Tendance récente et nouvelles drogues, observe depuis une quinzaine d'années en matière de migration et d'usage de drogue. Alors le dispositif TREND, c'est un dispositif qui existe depuis 1999, donc on dispose d'un certain nombre de reculs. C'est un dispositif d'observation qualitatif implanté aujourd'hui. Alors pendant 15 ans, il y a eu pas mal de péripéties, mais aujourd'hui, il y a 7 sites en France, dans les grandes métropoles françaises, avec 2 grands espaces d'observation. L'espace urbain, qui couvre plutôt les usagers très précaires, donc qui fréquentent les boutiques de programmes d'échange de seringues, réduction des risques, aujourd'hui ce qu'on appelle les CARUD, les centres d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue, et puis aussi l'espace festif, notamment l'espace festif techno. Et nous avons également des observateurs ethnographiques, donc dans l'espace urbain, qui fréquentent les squats et qui régulièrement nous informent des évolutions constatées sur les sites. Et puis nous sommes chargés, nous, dans la coordination nationale TREND, de faire un peu une synthèse chaque année des observations. Alors bien sûr, nous ne sommes pas focalisés sur les populations migrantes, mais nous avons commencé à voir le phénomène, la problématique des migrants, des populations migrantes se développer à partir du début des années 2000. Alors effectivement, TREND a été créé en 1999, donc à une époque charnière. Alors charnière dans l'histoire des drogues, c'est le début de développement des usages d'ecstasy, l'arrivée massive de cocaïne en Europe, mais pas seulement. Arrivée aussi de populations nouvelles et pas nouvelles, liées à des phénomènes géopolitiques. Mais migration et géopolitique, il n'y a pas que des facteurs économiques dans les migrations, il y a bien sûr des facteurs géopolitiques, on le voit avec les printemps arabes et le conflit syrien, et aussi le problème de la décomposition des États entre la Côte d'Ivoire jusqu'en Afghanistan, enfin des zones de guerre, etc. Donc des chocs géopolitiques. Et dans les années 99, ces populations migrantes venaient beaucoup d'Europe de l'Est. Donc le choc géopolitique, c'était l'effondrement bien sûr du mur de Berlin, l'unification de l'Europe et effectivement le développement des circulations en provenance d'Europe de l'Est, donc de populations polonaises, de populations russophones, de populations du Caucase et notamment des Géorgiens. Les années 90, la seconde moitié des années 90, c'est une année de reprise des migrations aussi du fait de la guerre civile en Algérie qui commence au début des années 90 et qui va durer à peu près 10 ans.
Et on a la problématique aussi des gens qui fuyaient la guerre civile en Algérie, donc l'arrivée de populations d'origine maghrébine, et aussi le développement qui est relativement nouveau en France, avec l'intégration de la Chine dans le marché mondial, l'apparition d'une forte immigration chinoise aussi en France dans ces années. Et donc, ces phénomènes, on a commencé à les percevoir à partir notamment de 2002, sur un certain nombre de sites, donc Paris, Lyon, Marseille et Metz à l'époque, et essentiellement par le prisme des structures de réduction des risques, qui à l'époque ne s'appelaient pas CARUD d'ailleurs, je crois. Et donc on avait affaire à des populations majoritairement masculines, relativement jeunes, 18-30 ans, donc originaires, comme je vous l'ai dit, d'Europe de l'Est, du Caucase, mais aussi du Maghreb et d'Asie. Aujourd'hui, je dirais qu'en 15 ans, les choses ont relativement peu évolué. Alors même si effectivement il y a le développement des migrations d'Afrique subsaharienne, des migrations en provenance du Machrek, donc du Syrie, du Proche-Orient, mais ces migrations sont relativement récentes et pour le moment on les voit assez peu. Nous ne pouvons décrire que ce que nous voyons. Le dispositif Trent a posé, je dirais, une métaphore, une caméra dans un champ et on voit passer des types d'usagers. Et encore aujourd'hui, les populations que nous voyons passer, c'est toujours, et qui posent un certain nombre de problèmes, c'est les populations issues d'Europe balkanique, orientale, caucasienne, et puis d'Afrique du Nord. Alors, l'Afrique du Nord, je vous ai parlé de la guerre civile en Algérie. Aujourd'hui, il y a eu les conséquences des printemps arabes qui a suscité de nouvelles vagues de migration, en particulier en provenance de Tunisie. Donc, je vais vous parler des populations originaires d'Europe de l'Est et du Caucase. Je crois que Marie va en parler de manière beaucoup plus détaillée. Donc, je vous le répète, moi, je n'ai pas de chiffres, c'est des observations qualitatives. Donc, c'est des populations qu'on a vu apparaître à partir de 2003, 2004, 2005. Le buste méthadone de Médecins du Monde a vu à peu près les mêmes constats, parce que je crois qu'en 2005, vous avez fait une étude sur les populations qui passaient. Ça a commencé en 2000, donc nous, on l'a vu à peu près en 2002. Et en 2005, je crois que la moitié de la file active de Médecins du Monde était composée de populations d'origine étrangère. Non ? Bon, alors tu... D'accord. Bon. Donc, on a vu apparaître ces populations, donc des Russes, des Caucasiens, des Géorgiens, des Polonais, des Bulgares, avec chacun des problèmes relativement spécifiques, notamment, par exemple, les Géorgiens étaient des populations qui avaient des problèmes d'addiction aux opiacés. Dans les années 80, il y a eu un fort développement des consommations d'opiacés dû à des prescriptions de painkillers, comme quoi ce qui se passe aux États-Unis n'est pas vraiment nouveau. Et c'était plutôt d'ailleurs des usagers, dans les années 2000, relativement intégrés, puisque l'épidémie d'opiacés dans la société géorgienne touchait des gens plutôt insérés. Les Polonais, les Bulgares étaient plutôt des consommateurs d'amphétamines et des consommateurs, bien sûr, qui usaient des drogues en injection, que ce soit pour les Géorgiens, les Polonais ou les Bulgares. Et avec des demandes, alors pour les Géorgiens et pour ces usagers dépendants aux opiacés, l'espoir d'être accueillis et pris en charge par le système de réduction des risques et le système de soins. Et très vite, on voit que ces populations se sont d'une certaine manière intégrées, assimilées au système de la rue, avec des très fortes consommations de Skénan, de Subutex, voire de méthadone. Alors, si mes souvenirs sont bons, au début, ce qui a beaucoup changé en 15 ans, c'est la place de la méthadone. Au début des années 2000, c'était surtout des injections de Subutex et de Skénan, et aujourd'hui, depuis quelques années, on nous rapporte le développement important des consommations d'injections de méthadone. Alors, la spécificité de ces usagers par rapport aux usagers français, c'est alors qu'effectivement, on le constate même dans les CARUD, les usagers du cru, les usagers français tentent de plus en plus, l'injection est de moins en moins importante et le SNIF se développe, donc ça c'est la traduction d'un succès des politiques de réduction des risques. Ces populations restent et demeurent très fortement
injectrices. Problématique effectivement aussi des polyconsommations et notamment de l'association avec l'alcool. Donc le phénomène nouveau qu'on observe, c'est les injections de méthadone. Depuis peu de temps, une présence croissante qui nous est rapportée par le site de Paris des Polonais, des Géorgiens sur la scène de crack du 18e arrondissement à Paris, avec des mélanges Skenan crack, une sorte de méthadone crack, une sorte de speedball, voilà ce qu'on appelait le speedball dans les années 80, les usagers mélangeant cocaïne et héroïne. Donc c'est une forme de speedball de population précaire et pauvre. Et comme je vous l'ai dit aussi, les populations ont changé dans le profil sociologique, c'est-à-dire, je vous ai dit que par exemple, il y avait une forte dominante de gens issus des classes supérieures chez les Géorgiens. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. On a affaire vraiment à des populations issues de couches sociales beaucoup plus basses. Donc on a vu aussi apparaître donc des populations issues de Pologne, de Roumanie, de Bulgarie, avec une organisation alors effectivement assez difficile, population difficile à atteindre pour les structures de réduction des risques. Ça, c'est les problèmes spécifiques que ça pose, du fait des obstacles liés à la langue, du fait que ce sont des populations qui vivent beaucoup regroupées dans des squats communautaires. Et donc, voilà, par définition, difficile à atteindre et relativement méfiante, même si c'est les populations qui passent quand même le plus dans les structures de réduction des risques et les CARUD. Et puis avec des problèmes sanitaires alors extrêmement graves, c'est que ce sont des usagers qui ont commencé leur parcours toxicomaniaque dans les pays d'origine. Elisabeth parlera peut-être un peu de la Géorgie, qu'elle connaît bien, c'est-à-dire que c'est des pays où les structures de réduction des risques ont fait l'objet de répression pendant des années. Alors ça commence à changer quand même en Géorgie largement, mais je pense à la Russie, où effectivement, par exemple, quand le régime russe a remis la main sur la Crimée, une des premières initiatives, je crois, ça a été de fermer les programmes de réduction des risques. La Russie est ravagée par une épidémie d'héroïne par injection. Donc les usagers qui viennent de ces pays ont des niveaux de prévalence au VHC extrêmement élevés, des problèmes de tuberculose et VIH. Donc, la spécificité de ces usagers d'Europe de l'Est et russophones tient moins aux produits consommés. Bon, donc, ils consomment ce qu'ils trouvent en France, et notamment très peu d'héroïne, quasiment pas d'héroïne. Il faut savoir aujourd'hui que le marché des opiacés est très divisé en France, très clivé entre les usagers précaires qu'on connaît bien, donc qui consomment plutôt du Skenan et du Subutex, et puis des usagers plus insérés, beaucoup moins visibles par les structures de réduction des risques, qui peuvent, eux, avoir accès à de l'héroïne. Donc, je vous le répète, donc, ce qui est frappant depuis quelques années, c'est les phénomènes d'injection de méthadone. Lyon, qui vient d'intégrer récemment le dispositif Trend, a fait une petite investigation dans ce milieu des Géorgiens. Donc, je ne sais pas si Elisabeth sera d'accord, mais ce qui apparaît, c'est que l'injection apparaît comme une sorte de signe, de manifestation de virilité pour ces usagers-là. Et la méthadone est moins consommée pour ses effets, pour pallier la dépendance aux opiacés, mais est prise aussi comme antalgique, anxiolytique. Voilà. Alors, on voit le décalage entre ces pratiques de ces usagers et le reste des usagers. Il faut savoir qu'on va sortir une étude sur les usagers dans les CARUD, qui porte sur des données 2015. L'injection de méthadone est extrêmement rare. C'est vraiment 3% des usagers qui déclarent avoir consommé de la méthadone dans le mois l'injectent. Donc il y a une surreprésentation, une spécificité de ces pratiques donc, de la part des usagers. Et cette pratique a tendance à isoler ces usagers du reste des usagers parce qu'elle est très mal vue. C'est une pratique qui est considérée comme sale et dangereuse.
On a vu aussi en 2014 émerger sur des sites du sud, je vais accélérer un peu ma présentation. Alors c'est des populations qu'on connaît mal, on nous a dit qu'on en voyait beaucoup plus, donc des jeunes qui viennent du Portugal, d'Espagne et d'Italie. Bon, c'est pas surprenant compte tenu de la radicalité de la crise à partir de 2008 dans ces États. Des populations de 18-25 ans, situation de précarité, mais ce n'est pas bien sûr la même précarité que les usagers des Carudes, fréquentant plutôt l'espace festif alternatif et travaillant, enfin faisant partie en quelque sorte du prolétariat précaire, avec des consommations de freebase et d'amphétamines. Je vais passer rapidement sur les personnes originaires d'Asie parce qu'on les voit très très peu. Alors en 2005, ces populations sont devenues plus visibles parce que, notamment, on les a vues, je crois, Elisabeth me démentira peut-être, via le bus méthadone. Alors j'ose plus donner de chiffres, mais il me semblait que 7% de la file active était composée de Vietnamiens et de Chinois. Dans les années, c'était en 2001, je regardais 2001, 2002, 2003, on a eu effectivement des personnes de Chine et du Vietnam qu'on représentait en 2005, qui représentaient une centaine de personnes, quoi. Voilà. Et qui n'étaient pas vues ailleurs voilà. dans d'autres dispositifs. Donc des populations qu'on connaît mal, en fait. Donc on sait qu'elles arrivaient à l'époque du Wenzhou. Depuis cette période, on les voit pas. Alors j'ai des explications pourquoi on les voit pas. C'est l'intégration communautaire, notamment très forte organisation communautaire chinoise. Donc des gens qui peuvent être dépendantes à l'héroïne arrivent dans des parcours migratoires qui sont très organisés et arrivent en général en sachant ce qu'elles vont faire à Paris, c'est-à-dire travailler souvent dans un atelier clandestin, dans la restauration, vont être intégrées dans la communauté et donc, par définition, ne pas se retrouver vont avoir un logement, donc ne vont pas se retrouver à la rue et ne vont pas être visibles par les structures de bas seuil et les professionnels. Donc ces populations, on les connaît mal, elles sont relativement invisibles et elles sont, voilà, je dirais, intégrées dans leur communauté. On les revoit un peu. Je termine et puis on en discutera. Donc, ces populations qu'on voyait donc, au milieu des années 2000, c'était plutôt des hommes jeunes, consommatrices d'héroïne, et notamment d'héroïne blanche. L'héroïne blanche, on la voit très peu en France, parce qu'on n'arrive pas à la voir par nos capteurs. Il y a un peu de circulation d'héroïne blanche dans les communautés asiatiques. Pareil avec les consommations de méthamphétamine, mais c'est des choses qu'on voit assez peu. Donc je parle de bonne insertion sociale via la communauté chinoise et le travail, qu'il soit légal ou clandestin. Et puis je vous ai parlé aussi de cette vague issue du Maghreb, l'Algérie, donc guerre civile en Algérie et fuite, reprise des migrations massives, et puis depuis le printemps arabe, des populations qui viennent du Maroc, d'Algérie, Tunisie, population elle aussi masculine et jeune, hein, les migrations sont massivement le fait d'hommes jeunes par définition. Et bon, ce qui nous a frappé ces dernières années sur le Maghreb, c'est la question des problématiques de l'artane. Alors, il y a une tradition des consommations d'artane au Maghreb. C'est un médicament anti-parkinsonien qui consommé à haute dose, produit des hallucinations extrêmement fortes, qui a été utilisé d'ailleurs par les belligérants du conflit pendant la guerre civile en Algérie. Beaucoup de soldats de l'armée algérienne qui combattaient les islamistes se voyaient prescrire de l'artane. Et il y a eu une diffusion de l'artane dans le Maghreb, et notamment il y a 3-4 ans, j'ai été invité à un colloque de restitution des unités, des centres de rétention administrative. Et ils avaient un énorme problème pour gérer les consommations d'artane des migrants tunisiens, avec des problèmes de violence. Donc il y avait une véritable question de la prise en charge de ces usagers qui a été résolue en leur donnant de l'artane pour les calmer. Mais il y a vraiment eu des épisodes extrêmement violents liés à des manques d'artane. Et là, le dernier phénomène qu'on voit,
C'est cette présence des mineurs isolés, notamment à Paris. Peut-être qu'Elisabeth aussi sait plus de choses que moi. On en a parlé un peu dans la presse. Le rapport Train Paris en parle, avec des mineurs isolés en provenance d'Algérie et du Maroc, polyconsommateurs de résine de cannabis, et surtout de colle, et qui posent effectivement des problèmes de cohabitation. Ce sont des bandes de jeunes qui se livrent à la délinquance. Et là, ce qu'on voyait est relativement nouveau, c'est-à-dire apparemment l'acceptation dans les 18e, 19e arrondissements par la communauté qui faisait que les vagues de migration précédentes pouvaient être intégrées via des communautés maghrébines assez fortes et structurées. Là, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Il y a une sorte de rejet de ces jeunes, donc qui pose un certain nombre de problèmes. Donc, il faut que j'en arrive à la conclusion. Voilà, merci. Donc le dénominateur commun. Alors, j'imagine que vous êtes déçus parce que voilà, on a très peu de choses à dire sur les migrants subsahariens qui arrivent aujourd'hui en France. Alors là, c'est un champ qui va être exploré parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, beaucoup de migrants subsahariens proviennent de l'Afrique de l'Ouest francophone, donc ils viennent en France parce qu'on y parle français. Il y a un développement très important des consommations de drogue. Ça, c'est un des avatars de l'intégration de l'Afrique dans la mondialisation. Beaucoup de cocaïne, de crack et d'héroïne qui sont consommés en Afrique de l'Est. Donc je pense qu'on verra fatalement des problèmes dans les années à venir, mais on ne les voit pas. Donc ce qu'on voit donc en 20 ans, c'est toujours les mêmes. Donc Europe de l'Est et maghrébins. C'est vraiment les deux populations qu'on arrive à voir. Et je dirais que la différence dans l'intégration dans la société française, c'est le caractère décisif de la force des immigrations précédentes. Donc on voit que pour les Maghrébins, d'une certaine manière, alors c'est peut-être en train de changer, mais c'est plus facile parce qu'ils ont des structures communautaires déjà préexistantes. C'est beaucoup plus difficile pour les Européens de l'Est et qui arrivent et qui souvent n'ont pas vraiment de relais communautaire. Et c'est pareil pour les Chinois. Sur les consommations, donc forte problématique de l'injection. Donc ça va un peu à contre-courant de ce qu'on observe pour les usagers français. Et en revanche, une consommation typique des milieux précaires, donc Subutex, méthadone et Skénan, avec effectivement aussi les problématiques de VIH, VHC. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Michel. Tu nous as déjà donné quelques éléments importants, les contextes politiques et économiques, notamment dans lesquels s'inscrivent ces phénomènes migratoires. Oui. Alors, je ferai peut-être un point sur la dimension des migrations criminelles, sur les trafics, parce qu'il y a des phénomènes très intéressants qui se passent actuellement, mais ça, j'y reviendrai. La question des Albanais et des Kosovars. Merci beaucoup. Voilà, les rappels également aux problématiques de langue, problématiques sanitaires, virologiques, particulièrement prégnantes dans certaines populations, les problèmes de politique de réduction des risques dans les pays d'origine. Les usages, les nouveaux usages, l'Artan. Alors l'Artan, nouvel usage ou un usage qui revient. On connaissait l'Artan il y a quelques années à Paris. Voilà, ça revient différemment. À Marseille également. L'Artan, pour lequel, par exemple, sur l'île de la Réunion actuellement, il y a un protocole de substitution de l'Artan de rue par l'Artan prescrit, compte tenu notamment de la forte prévalence des consommations. Voilà, nouveaux usages aussi avec la méthadone et le crack. Peut-être qu'Elisabeth, du coup, tu reviendras dessus également. Le mélange avec l'alcool, l'injection très prévalente également pour certains types de populations. Peut-être que Jean-François, tu retiens quelque chose. Oui, c'est très clair. Et puis ce qu'on retient aussi de ta présentation, c'est qu'on a quand même un manque de données flagrant sur pas mal de migrants, notamment les Afghans, les Syriens, enfin tous ceux aussi qui arrivent par vague depuis quelques années. Tu as rappelé aussi les spécificités en lien essentiellement aussi avec des pratiques plus que de nouvelles molécules, même s'il y a l'Artan qui est évoqué. Et puis on pourra peut-être dans les discussions aussi évoquer le cas spécifique de Mayotte, qui est un département français, le 101e depuis quelques années, et qui aussi concentre tout un tas de problématiques, dont les problématiques d'addiction. Peut-être que tu pourras y revenir aussi dans la discussion.
On va passer maintenant à Marie Geoffrey Roustide, qui va se présenter, qui va nous parler de migration, usage de drogue et exposition au risque, apport des sciences sociales et de l'épidémiologie. Tu as 20 minutes, Marie, merci. Bonjour à tous. Donc, tout d'abord, merci à Nicolas et à Jean-François pour cette invitation. Donc, je suis Marie Geoffrey Roustide, je suis sociologue et chercheur à l'INSERM. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter donc, des données qui sont un peu différentes et tout à fait complémentaires à celles de Michel, puisqu'en fait, je me focalise sur une unique population, qui est la population des migrants issus de l'Europe de l'Est. Alors, quelques éléments de contexte. Donc, ça a été évoqué rapidement par Michel. Donc, on a des épidémies de VIH et d'hépatite C qui sont particulièrement élevées dans les pays de l'Europe de l'Est, et en particulier en Russie, où les nouvelles contaminations par le VIH interviennent majoritairement dans des populations d'usagers de drogue injecteurs, contrairement à ce qu'on observe en France, par exemple, où aujourd'hui, on a 1% des nouvelles contaminations VIH qui sont attribuables à l'usage de drogue par injection. Donc c'est extrêmement minoritaire en France, alors qu'en Russie, il y a vraiment une explosion. Donc c'est une véritable hécatombe de nouveaux cas de VIH chez les usagers de drogue. Et donc, ça c'est la situation actuelle. Et on a été confronté donc, dans les milieux des années 2000, comme l'a évoqué Michel, à une arrivée importante d'usagers de drogue qui venaient donc des pays d'Europe de l'Est, en particulier la Géorgie, l'Ukraine, la Russie et la Tchétchénie, suivant les différentes périodes. Et cette arrivée de populations d'usagers de drogue injecteurs issus des pays de l'Est est en lien également avec des événements politiques et sanitaires qui ont eu lieu dans ces pays quelques années auparavant. Et donc, on a pu observer, ça a été documenté dans la littérature internationale, une diffusion de l'usage de drogue et de la pratique d'injection dans les années 90 dans de nombreux pays d'Europe de l'Est au moment de la chute du bloc soviétique. Et en fait, cette augmentation des pratiques d'injection dans ces pays au moment de la chute du bloc soviétique ont été expliquées par différents facteurs. Des éléments d'incertitude pour les populations liés à ce moment de rupture politique qui ont pu les amener à consommer des produits, un accès facilité aux produits avec l'ouverture vers l'Ouest, et un sentiment également de liberté durant cette période qui a pu être amené également qui a pu amener à une augmentation de la consommation de drogue. Alors, la littérature internationale concernant l'arrivée de migrants d'Europe de l'Est dans les pays d'Europe de l'Ouest met en évidence deux grands motifs de migration. Premier grand motif, les politiques répressives vis-à-vis de l'usage de drogue dans les pays d'Europe de l'Est, qui sont donc extrêmement prégnantes dans ces pays, en particulier en Russie, des logiques économiques avec la volonté de migrer vers l'Ouest pour trouver du travail, et également pour une partie des usagers de drogue, des ruptures familiales, une discrimination importante vécue dans leur famille qui les amène à vouloir quitter le pays d'origine pour venir dans les pays de l'Ouest et d'Europe de l'Ouest. Et deuxième grand élément également, et qui était le cas en particulier pour la Géorgie, même si les choses sont en train d'évoluer ces dernières années, une partie des migrants d'Europe de l'Est venait également vers l'Ouest en raison d'un faible accès au traitement VIH et au traitement de l'hépatite C. Alors à Paris et en Île-de-France, une partie des centres de réduction des risques déclarent compter actuellement dans leur file active près d'un tiers d'usagers de drogue russophones. Et ce qui ressortait beaucoup il y a quelques années dans les discussions que pouvaient avoir les professionnels dans différents forums de discussion au niveau local à Paris, était que l'accès aux soins de ces usagers était particulièrement complexe, à la fois en raison de barrières culturelles et linguistiques, mais également en raison de préjugés qui pouvaient circuler sur les pratiques d'usage et les rapports aux soins de ces populations issues d'Europe de l'Est. Et donc, au début des années 2000, les choses ont évolué depuis, les usagers russophones étaient parfois présentés par une partie des acteurs de la prise en charge comme étant des populations
particulièrement réfractaires aux mesures de réduction des risques et incapables d'adopter des comportements de prévention. Donc vous verrez à travers les données que je vais vous présenter qu'en fait les choses sont un peu, enfin même très différentes. Et également, il y a eu dans les médias beaucoup d'articles sur la question, par exemple, de la tuberculose multirésistante qui ont été l'objet, en fait, qui ont entraîné un certain nombre de peurs liées aux maladies infectieuses importées et qui ont contribué à jeter le discrédit sur ces populations russophones. Alors, je vais vous présenter maintenant quelques éléments de méthodologie relatifs à l'enquête que nous avons menée auprès de ces populations. Donc, les données que je vais vous présenter sont issues d'une enquête qui est financée par l'ANRS, qui s'appelle l'enquête Coquelicot. Donc, cette enquête a été réalisée pour la dernière édition entre 2011 et 2013 auprès d'usagers de drogue francophones et russophones. Alors, pourquoi on a réalisé l'enquête auprès de russophones? C'est que cette enquête, c'est une enquête qui a pour objectif d'être représentative de la population des usagers de drogue qui sont pris en charge dans les dispositifs du type XAPA et CARUD. Donc on recrute un échantillon aléatoire dans la quasi-totalité de ce dispositif spécialisé, du haut seuil et du bas seuil. Et quand on a fait un inventaire en 2011 de l'ensemble des structures qui étaient susceptibles d'accueillir les enquêteurs dans lesquelles on pouvait réaliser l'enquête, on s'est rendu compte qu'il y avait justement dans certaines structures un tiers des usagers de drogue qui étaient russophones. Alors que nous, notre critère d'inclusion dans l'enquête qu'on avait menée au préalable en 2004 était d'être francophone. Et donc en 2004, on avait en moyenne moins de 1% des structures qui déclaraient avoir des usagers de drogue qui ne parlaient pas le français sur la totalité des structures. Et là, on a été confronté à des structures qui avaient vu exploser leur file active en termes de nombre de personnes non francophones. Et donc, on s'est dit que pour que cette enquête puisse être représentative, il fallait inclure donc ces usagers russophones. Donc, on a mené l'enquête donc auprès de 150 russophones. Et c'est sur la ville de Paris en fait qu'on a décidé de cibler l'enquête sur les russophones pour des raisons logistiques et de moyens financiers. Donc on a réalisé 689 questionnaires à Paris et en Seine-Saint-Denis auprès de francophones, et 689 questionnaires en tout, pardon, et parmi ces questionnaires, 150 ont été collectés auprès d'usagers de drogue russophones. Donc c'est une enquête qui propose en fait un questionnaire en face à face avec des données socio-comportementales. Et une des plus-values de l'enquête, c'est d'avoir également une collecte de données biologiques qui permettent d'estimer donc de manière fiable la prévalence du VIH et de l'hépatite C, qui est une question de santé publique extrêmement importante, surtout dans cette population des russophones. On a eu un taux de participation à l'enquête qui était très important. 75% des usagers de drogue francophones ont participé à l'enquête. Et ce qui est intéressant, c'est de voir également que chez les russophones, qui étaient présentés, comme je vous le disais en introduction, comme des populations très réfractaires à l'offre de soins. En tout cas, là, dans le cadre de l'enquête, on a eu 98% des russophones qui ont accepté de participer à l'enquête. Donc, ce qui montrait qu'il y avait une véritable volonté également de faire part de leur parcours et de leur pratique. Alors, à cette enquête quantitative, on a ajouté une enquête qualitative et on a réalisé une trentaine d'entretiens auprès d'usagers de drogue russophones et également des entretiens auprès des professionnels. Alors, je vais présenter tout d'abord des données concernant les trajectoires de migration. Donc, la majorité des usagers de drogue qu'on a inclus dans l'enquête à Paris sont des Géorgiens, donc plus de la moitié d'entre eux, 57%, suivis des Russes, 16%, des Tchétchènes, 10%, et des Lituaniens, 8%. Les autres pays qui étaient représentés dans l'enquête étaient l'Ukraine, le Kazakhstan, l'Arménie et la Lettonie, mais qui étaient beaucoup plus minoritaires. La médiane d'arrivée en France était de 3,2 ans. Mais par contre, ce qu'on voit dans les trajectoires, et ce qu'on a pu documenter également dans les entretiens qualitatifs, c'est qu'avant d'arriver en France, ces migrants russophones sont passés par d'autres pays européens, en particulier l'Allemagne, et la date de départ de leur pays d'origine est de 2 ans plus ancienne, puisqu'elle est de 5,3 ans. Concernant la maîtrise de la langue française, au moment de l'enquête, on avait 41% des usagers de drogue russophones qui ne maîtrisaient pas du tout le français, et on a seulement la moitié des usagers qui pouvaient bénéficier de proches pour les aider au quotidien par rapport à la langue française. Alors, dans notre enquête,
les motifs qui ont été retrouvés concernant les raisons de la migration sont les mêmes que ceux qu'on peut retrouver dans la littérature internationale. C'était tout d'abord des motifs politiques en lien avec la répression de l'usage de drogue dans leur pays et également des usagers qui étaient des opposants politiques dans leur pays et qui sont venus en tant que réfugiés en France. Et la deuxième raison, qui est très documentée également dans la littérature, était la volonté d'avoir un accès aux soins et en particulier un accès au traitement de substitution aux opiacés et un accès au traitement VHC. Mais les motifs étaient très diversifiés en fonction des pays d'origine. Alors, je vais vous présenter maintenant des données qui permettent de comparer les russophones et les francophones concernant leur profil socio-démographique. Donc, ce que vous voyez là sur ce tableau, c'est qu'en fait, on a chez les russophones une différence significative concernant le genre. On a une majorité de russophones très importante qui sont donc des hommes. Ça conforte donc ce qu'a présenté Michel tout à l'heure. Donc, 97,2% des usagers de drogue russophones étaient des hommes versus 81% des femmes. Alors, chez les francophones, on a également une majorité d'hommes, mais elle est beaucoup plus marquée chez les russophones. On a un âge moyen qui était moins élevé, de 2 ans et demi chez les russophones, 36,7 ans de moyenne d'âge chez les russophones versus 39 ans chez les francophones. Et un élément très important qui est lié également à la migration, au fait qu'on ait des migrants géorgiens en majorité, c'est qu'en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils ont un niveau d'études beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que les usagers de drogue francophones, puisqu'on a près de la moitié des usagers de drogue russophones qui avaient fait des études supérieures dans leur pays versus un quart chez les francophones. En revanche, j'y reviendrai tout à l'heure, on observe une forme de déclassement social très importante chez les migrants russophones, puisque quand on regarde leur situation sociale qu'on caractérise à partir du type de logement qu'ils occupent, on voit que les usagers de drogue russophones vivent dans des conditions beaucoup plus précaires que les usagers de drogue francophones, puisque 50% des usagers de drogue francophones parisiens déclaraient bénéficier d'un logement stable au moment de l'enquête, alors que chez les russophones, on n'est qu'à 10%. Alors, concernant les produits consommés, là, on les interrogeait sur les produits consommés au cours du dernier mois. Et donc, on observe des différences importantes entre les francophones et les russophones. Les russophones se caractérisent par une consommation de cocaïne beaucoup plus importante, quasiment le double des francophones. Ils sont 45,7% à déclarer avoir consommé de la cocaïne au cours du dernier mois, versus 26,8% chez les francophones. L'héroïne est largement consommée également chez les russophones, puisque près de 40% d'entre eux déclarent avoir consommé de l'héroïne dans le dernier mois. Et ce n'est pas totalement négligeable, puisque on a 16,4% des francophones qui déclaraient aussi avoir consommé de l'héroïne dans le dernier mois. Les usagers de drogue russophones consomment également beaucoup plus de sulfate de morphine, pour 31% d'entre eux, versus 19% chez les francophones. Les deux produits qui sont plus consommés par les francophones que par les russophones sont uniquement le crack, mais pour lequel on observe une augmentation de plus en plus importante de la consommation de crack chez les russophones ces dernières années. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu également dans les entretiens, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les personnes arrivent dans le pays, elles s'adaptent également. Et les russophones sont des gros consommateurs d'opiacés, mais en venant en France, ils se sont mis à consommer également de la cocaïne et du crack. Et donc, on observe un développement de la consommation de crack, qui est un produit qu'ils ne consommaient pas généralement dans leur pays. Mais là, les francophones, proportionnellement, consomment toutefois plus de crack. Et pareil, c'est la même chose pour les médicaments. On a 11% des russophones qui déclaraient avoir consommé des médicaments en dehors du sulfate de morphine et des traitements de substitution, donc des médicaments de type benzodiazépine en particulier. Et c'est beaucoup plus élevé chez les francophones, puisqu'on est à 28% de consommation de médicaments de type benzodiazépine au cours du dernier mois. Alors, ce qui caractérise également la population francophone, c'est des pratiques d'injection très importantes. Donc, concernant l'injection au cours de la vie, la quasi-totalité des russophones ont injecté au cours de leur vie, 95,5% d'entre eux, versus 62% des francophones.
Quand on regarde le niveau de partage de la seringue au cours de la vie, c'est intéressant de noter qu'on observe le même niveau. 62,3% des russophones déclarent avoir partagé la seringue au moins une fois au cours de leur vie, versus 64,4% des russophones. Donc il n'y a pas de différence significative entre les deux populations. C'est très intéressant parce que ça met en évidence également des données que j'ai pu présenter à d'autres moments et qui sont issues de l'enquête Coquelicot. C'est qu'en fait, la France se caractérise par un mauvais accès aux seringues. Et on a, parmi les usagers de drogue qui fréquentent les CARUD et les XAPA, un tiers des usagers de drogue en France, dans l'enquête Coquelicot, qui déclarent avoir des difficultés pour se procurer des seringues au cours des 6 derniers mois, alors qu'on recrute ces populations dans des dispositifs spécialisés. Et en Seine-Saint-Denis, ces difficultés atteignent 60%. Donc on voit que la situation politique n'a bien sûr rien à voir entre la France et les pays d'Europe de l'Est, mais concernant l'accès au matériel d'injection, on a des difficultés, les usagers sont confrontés en France à des difficultés, les francophones, extrêmement importantes. Quand on regarde le partage du petit matériel au cours de la vie, là c'est la même chose, pas de différence entre les francophones et les russophones. On est autour de 8 usagers sur 10 qui déclarent avoir partagé le petit matériel au cours de la vie. Et quand on s'intéresse à la variable avoir partagé le petit matériel ou la seringue au cours de la vie, là on a des chiffres qui sont totalement équivalents, 82,3% chez les francophones, 82,3% chez les russophones. Donc une exposition au risque dans la vie qui est équivalente entre les russophones et les francophones. Alors, ce qui est intéressant également, c'est de s'intéresser aux pratiques récentes, c'est-à-dire aux pratiques au cours du dernier mois, et là, qui nous renseignent sur la situation des russophones quand ils sont en France. Donc, concernant l'injection, encore une fois, l'injection au cours du dernier mois est beaucoup plus élevée chez les russophones. Les 3/4 d'entre eux ont injecté au cours du dernier mois versus 1/4 des francophones. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui va complètement à l'encontre des préjugés qu'on peut avoir autour de cette population des russophones, c'est que quand on regarde le niveau de partage au cours du dernier mois, on voit qu'il est 2 fois moins élevé chez les russophones que chez les francophones. Donc, comme je vous le disais au début des années 2000, quand ces populations sont arrivées en France, il y avait chez une partie des acteurs de la prise en charge beaucoup de discours qui circulaient autour du fait que c'était des populations qui étaient réfractaires à la réduction des risques. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où ils se retrouvent dans des structures et où ils ont accès à du matériel d'injection, ils peuvent être amenés à diminuer la prise de risque et à se protéger. Pour le partage du petit matériel au cours du dernier mois, en revanche, on retrouve les mêmes niveaux entre les francophones et les russophones. Alors, concernant les données sur le VHC, le dépistage, le statut et le traitement, là, concernant le dépistage VHC, on a des niveaux qui sont équivalents, qui sont liés au fait que, comme c'est les populations qui fréquentent les structures, des dépistages leur sont proposés très régulièrement. Donc, c'est 9 usagers sur 10, qu'ils soient russophones ou francophones, qui ont eu un dépistage VHC au cours de leur vie. En revanche, une différence très importante concerne le statut virologique, et on a près de 9 usagers de drogue russophones sur 10 qui sont porteurs du VHC, qui sont positifs pour les anticorps. C'est 2 fois plus que chez les usagers de drogue russophones, qui sont les usagers de drogue francophones, qui sont 44% à être contaminés par le VHC. Concernant le suivi médical, là on voit une différence non négligeable entre les russophones et les francophones, donc qui vient valider ces difficultés d'accès aux soins de cette population en France. On a 58% des usagers de drogue russophones qui ont un suivi médical pour le VHC, alors qu'il est beaucoup plus élevé, 78% chez les francophones. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que le niveau de traitement VHC est plus élevé chez les russophones, il est de 18% versus 5% chez les francophones, et ça c'est très lié au motif de la migration. C'est-à-dire qu'une partie des russophones viennent en France pour traiter leur hépatite C, et dans ce cadre-là, ils vont être beaucoup plus proactifs pour demander un traitement VHC. Alors, après vous avoir présenté ces données épidémiologiques, je vais mettre en perspective à partir des données que nous avons collectées également dans les entretiens.
Donc ce qu'on peut observer dans notre étude, c'est un statut de déclassement très important chez les usagers de drogue russophones, en particulier chez les Géorgiens, qui peut entraîner une perte d'identité lors de la migration et qui peut favoriser le sentiment de détresse psychologique et l'entrée ou la poursuite de conduite de dépendance. Par ailleurs, leur insertion sociale, malgré leur niveau de diplôme élevé, est rendue difficile en France en raison d'une mauvaise maîtrise de la langue française et de l'attente d'une décision sur leur statut. Et donc, ce qu'on a pu observer dans les données quantitatives, mais en particulier dans les entretiens, c'est que cette absence de droit, renforcée par la barrière linguistique, qui ne permet pas aux usagers de drogue russophones d'occuper un emploi salarié, et donc ils sont généralement, plus que les francophones, impliqués dans des réseaux sociaux qui sont liés, par exemple, au trafic. Et donc, en fait, c'est leur absence de droit qui les amène à être éloignés de l'accès à l'emploi. Alors, concernant l'accès aux soins, ce qui est important de rappeler, c'est que le poids des normes sociales, économiques et politiques tient les usagers de drogue éloignés des dispositifs de soins et de réduction des risques dans leur pays d'origine. Et ces difficultés d'accès aux soins qu'ils ont eues dans leur pays d'origine fait que les usagers russophones peuvent avoir une forme de méfiance vis-à-vis de leur rapport aux structures en France. Autre élément qui est très documenté dans la littérature, c'est la question des inégalités sociales de genre dans l'accès aux soins. Les femmes usagers de drogue russophones migrantes sont beaucoup plus réticentes que les hommes à fréquenter les structures de réduction des risques, car l'usage de drogue chez les femmes est particulièrement stigmatisé, encore plus qu'en France, et très éloigné des valeurs attribuées à la féminité dans ces sociétés, et en contradiction avec le rôle qui leur est attribué au sein de la sphère familiale. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit très peu de femmes usagères de drogue russophones dans les structures. Alors en conclusion, donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectivation épidémiologique et sociologique remet en cause un certain nombre de préjugés sur les usagers de drogue russophones. Cela met en évidence en fait qu'ils ont donc un niveau d'études beaucoup plus élevé et qu'ils sont confrontés à des trajectoires de déclassement quand ils arrivent en France, avec une perte du statut social de leur pays d'origine. Ce que les données ont montré également, c'est qu'ils ont bien intégré les mesures de réduction des risques, avec un faible taux de partage des seringues comparé aux francophones, même s'il y a des progrès à faire, et en particulier sur la question du partage du petit matériel. Ce qu'on observe également dans l'étude, c'est une évolution des pratiques d'usage en fonction des normes du pays d'accueil. Et donc c'est intéressant donc, de voir cette augmentation donc, de la consommation de crack chez les usagers de drogue russophones. Ce qu'on observe également, c'est des difficultés d'accès aux soins pour cette population, mais par contre, un bon accès au traitement VHC, et comme je l'indiquais, parce que c'est une motivation importante, enfin, c'est une population qui sont motivées pour accéder au traitement VHC, parce que c'est l'un des motifs de leur venue en France. Alors, pour mieux comprendre les difficultés spécifiques auxquelles sont confrontés ces usagers de drogue russophones, il est important de prendre en compte la dimension de l'environnement du risque de manière globale, en prenant en compte les facteurs structurels, c'est-à-dire d'où viennent ces populations, quelles étaient les politiques vis-à-vis de l'usage de drogue qui étaient mis en place dans le pays d'origine, le poids des normes sociales et familiales, et également le rapport aux structures et le manque de confiance qu'ils peuvent avoir dans les institutions. Et donc l'ensemble de ces spécificités doit être pris en compte pour améliorer l'accès aux soins et la prise en charge des usagers de drogue migrants en France. Je vous remercie. Donc, toutes ces données ont été publiées dans un BEH qui est paru en juin 2017. Donc, si vous voulez plus d'éléments, il est consultable en ligne. Merci Marie, c'était très clair et très synthétique. Tu es dans les temps. Tes conclusions sont assez parlantes, donc je vais pas répéter. Peut-être que dans les échanges, on pourra voir aussi, tu as précisé que dans la nature de la migration, il y avait soit on quitte le pays parce que les politiques de lutte contre les drogues sont trop incisives, soit parce qu'on est un opposant. Parfois on est les deux, oui. Parfois on est juste opposant, et peut-être qu'on devient usager après avoir migré parce qu'il y a des facteurs qui font qu'on bascule dans l'addiction. Donc ça sera peut-être intéressant de voir quels potentiels déterminants induisent une bascule dans l'addiction, si on a des éléments sur ça. Et puis rappeler aussi voilà, que tu as parlé des phénomènes sociaux, des classements, d'une bonne sensibilisation, donc une bonne
répercussions sur les dynamiques de réduction des risques, à voir ensuite sur l'amélioration de l'accès à certains droits, au même titre que pour les autres migrants. On en discutera dans la suite de la table ronde. Nicolas, tu veux rajouter ? Oui, très rapidement. Enfin, il y a deux points voilà, que je soulignais. Le premier, c'est celui sur les prises de risque qui diminuent rapidement, qui sont inférieures aux populations francophones. C'est vraiment extrêmement intéressant. Et en même temps, ça met aussi d'ailleurs en reflet aussi qu'on a besoin encore d'insister sur nos politiques de réduction des risques en France et sur l'offre de matériel d'injection, tu l'as rappelé. Et je crois que c'est vraiment, il faut toujours se remettre ça en tête, qu'on est très loin de couvrir les besoins en matériel de réduction des risques. Et le deuxième point, c'est ce que tu as appelé les trajectoires de déclassement, que je trouve également un point très important. Peut-être que on pourra également reprendre ce sujet-là dans les discussions. On va passer donc la parole maintenant à Elisabeth Avril et à Gurvan Lebouris de l'association Gaïa, avec une intervention sur finalement les publics reçus par l'association Gaïa depuis le début des années 2000. Bon, je peux commencer à... Donc, je suis Elisabeth Avril, je suis médecin et je suis la directrice de l'association Gaïa Paris qui porte un CARUD, un XAPA et une salle de consommation à Paris. Programme Gaïa Paris, anciennement Médecins du Monde. Donc, ces questions de migrants m'ont toujours, en tout cas, vraiment préoccupée. Donc je me suis posé la question, puisque pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé à l'hôpital Marmottan, où je recevais des gens usagers de drogue qui étaient atteints de VIH et SIDA, à une époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup de traitements. Et là, ce n'étaient pas des migrants, c'était des immigrés de deuxième, troisième génération qui ont payé un très très lourd tribut avec beaucoup de morts. On rencontrait des gens de familles où il y avait 10 enfants, 8 morts par... VIH-Sida, donc c'est une question qui m'a toujours vraiment préoccupée. Et puis, mais on ne va pas parler de ces immigrés. Là, mais j'avais envie de les rappeler au souvenir de tout le monde, parce que c'est des gens qui ont existé et qui ont été vraiment très frappés par cette épidémie. Et là, on va parler plutôt des migrants, des gens qui sont plutôt primo-arrivants. Alors, quand on a commencé... Tiens, attends, là, tu ne vas pas y arriver. Le bus méthadone, donc un service avec un accueil inconditionnel, sans rendez-vous, où on pouvait obtenir un traitement, où on peut toujours obtenir un traitement de substitution. On va y arriver, hein. Je vais plutôt parler de ce qui nous a occupés, en tout cas, depuis l'ouverture du bus méthadone et du premier programme d'échange de seringues de Médecins du Monde qui est devenu un CARUD. C'est l'accueil et la prise en charge des migrants dans les XAPA et les CARUD, comment on fait ça. Et puis ensuite, je passerai la parole à Gurvan Lebouris, qui est infirmier dans la salle de consommation, pour vous parler un peu plus du profil justement des gens qu'on reçoit à la salle, et notamment des migrants. Donc là, bon, c'était pour revenir sur la définition du migrant. On est émigré quand on quitte son pays, on est immigré quand on arrive dans le pays, on est migrant. Enfin, c'est pas toujours très très clair. Et pour rappeler un peu tous les gens qu'on a pu voir à une époque à Marmottan. Mais bon, je vais aller faire un peu plus vite. Donc en France, donc, il y a 430 SAPA, 236 000 personnes en file active, 137 CARUD et 75 000 en file active. C'est important de le savoir. Il n'y a pas trop de données spécifiques sur les migrants dans les rapports de l'OFDT. J'ai regardé sur les récaps SAPA, sur les ENA-CARUD. Bon, on sait que les statistiques raciales et ethniques sont interdites en France, mais nous, ça nous a quand même souvent perturbé. C'est un sujet qui est revenu souvent dans notre ARS d'Île-de-France, où on disait, mais voilà, on rencontre toutes ces personnes, ça représente 20%, 30% de nos files actives, et on n'a pas le droit d'en parler, on ne peut pas réfléchir un peu plus, on ne peut pas avoir d'enquête anthropologique, on ne peut pas avoir d'interprète, donc on fait quoi avec ces personnes-là, en gros, quoi. Et donc, la littérature, elle se focalise souvent sur les migrants en situation régulière. Les gens qu'on reçoit dans l'XAPA et CARUD, en tout cas ceux de Gaïa, ils sont souvent sans papier.
Donc, Marie donc, a parlé de l'enquête ANRS Coquelicot. Il y a une autre source sur le MCDDA, sur 15 pays membres on peut retrouver des choses assez intéressantes, notamment sur la France. Et puis, dans le recueil de l'OFDT sur les nouveaux visages de la marginalité, il y a aussi quelques propos sur les usagers migrants russophones, notamment, mais pas que. Donc, pareillement, enfin, j'ai regardé un petit peu parce que c'est important de comprendre un peu le phénomène. La migration en soi ne conduit pas forcément à l'usage de drogue problématique. Hein. On parle d'usage de drogue problématique, pas d'usage récréationnel. Mais c'est vrai que les situations qui sont rencontrées par les migrants sont des facteurs de risque. Hein, le perte de son statut social, les nouveaux processus de socialisation, les difficultés professionnelles quotidiennes de la vie, les conflits familiaux. Les gens ont vécu ou sont en situation de stress très importante. Hein. Ça peut conduire à la maladie, à la mort, au désespoir, aux consommations de drogue. Ça, on le voit régulièrement dans les gens qui nous arrivent. Donc des situations qui sont difficiles, les gens sont désavantagés par rapport aux populations du pays d'accueil, ça contribue à leur vulnérabilité. Donc souvent aussi les migrants appartiennent aux groupes les plus touchés par les déséquilibres sociaux, quand on voit un peu les données socio-économiques des personnes, donc inégalités économiques, sociales, des inégalités de communication, de comportement qui marquent le parcours des personnes. La marginalisation sociale importante des personnes qui ont une absence de droit au travail, donc qui travaillent souvent sur le marché clandestin, travailler au noir, enfin j'aime pas trop cette expression-là, mais enfin c'est quand même assez souvent le cas des personnes qui veulent survivre, elles doivent travailler. Barrière de la langue, incertitude de statut, perte des facteurs protecteurs souvent parce que les gens sont isolés, n'ont pas leur famille. Donc les motivations à la migration, on en a déjà parlé, mais voilà, je pense que les persécutions dans le pays d'origine, notamment par exemple en Géorgie, il y a une grosse, pendant des années qui dure, beaucoup de pression policière sur les usagers de drogue, avec, c'est un petit pays, hein, il y a 4 millions d'habitants. Il y a 50 000 contrôles urinaires, donc vous vous promenez dans la rue, on vous emmène au commissariat, on vous fait pisser, puis si vous avez des traces d'opiacés, même si vous avez pris un efferalgan codéiné, ben vous êtes un peu mal parti. Donc je pourrais raconter, parce qu'on a travaillé justement sur le refus de l'analyse urinaire. Donc maintenant, les Géorgiens commencent à refuser ces analyses urinaires qui peuvent vous tomber dessus n'importe quand dans la rue. Donc, et ensuite, il y a des amendes qui sont très très lourdes, donc les gens peuvent fuir parce qu'ils se sentent en insécurité ou parce qu'ils ont à payer de très très lourdes amendes et c'est la famille qui paye, puis à un moment, plus personne ne peut payer, donc on s'en va. Donc des démêlés avec la justice, et puis les motivations d'ordre sanitaire, les traitements de l'hépatite C qui ont été quand même, qui sont encore une grosse motivation pour les personnes qui viennent d'Europe centrale et de l'Est, et les traitements de substitution, jusqu'à 15% des motivations, on a vu dans certaines enquêtes. Donc au XAPA de Gaïa, de 2000 à 2017, on a eu 2184 nouveaux patients qui sont de nationalité étrangère sur quasiment 7000 nouveaux patients reçus, donc 31% de la file active. Alors effectivement, il y a des moments où c'était 48, 30, ça dépendait des moments. Et en 2005, on avait fait avec une collègue infirmière, on avait fait un petit écrit sur les migrants d'Europe de l'Est et d'ex-URSS, puisqu'en 2000, je regardais dans mes petits papiers, en 2000, on a reçu une trentaine de personnes d'ex-URSS, 9 Géorgiens et une vingtaine de personnes de l'Est. C'était la première année, en 2000. Donc on a reçu tout ce monde-là parce que personne ne voulait les recevoir et que nous, on avait un accueil inconditionnel. Donc ça a été un peu compliqué au début pour pouvoir se mettre en place avec ces personnes. Donc les pays d'origine depuis jusqu'à aujourd'hui, donc ex-URSS énormément, on ne va pas revenir là-dessus, 351 Géorgiens depuis le début, Europe centrale donc, et de l'Est, Pologne, Roumanie, Bulgarie, l'Asie, l'Afrique subsaharienne, avec beaucoup de migrants de RDC aussi, consommateurs d'héroïne. On a eu beaucoup de personnes qui sont toujours d'ailleurs présents sur le territoire, qui sont parfois passés à d'autres consommations et qui sont toujours très marginalisés, puisque c'est des personnes qui sont depuis 25 ans sur le territoire français et qui n'ont toujours pas de papier et qui n'en auront jamais, d'après ce qu'on nous a dit. Donc ça représente quand même des volumes de personnes de plusieurs centaines.
On a eu aussi beaucoup de gens d'Afrique du Nord, d'Iran, de Finlande aussi, j'ai oublié de le mettre. Et récemment, là, de ces 2 derniers mois, donc juillet et août, le XAPA de Gaïa a reçu 51 personnes qui venaient d'Inde, du Punjab. Donc ces 2 derniers mois, on va dire. Donc ça fait beaucoup d'afflux de personnes. Donc nous, on refuse personne. On prend les gens quand ils sont dépendants des OPC, quand ils ont une problématique addictive. Sur le CARUD et la salle de consommation, c'est entre 15 et 20% de la file active. Donc sur le CARUD, on a une file active de 2800 personnes et à la salle, 800 personnes. Mais je passerai la parole à Gurvon tout à l'heure. Donc ça fait quand même beaucoup de gens. Donc sur l'accueil, les missions des XAPA, puis des CARUD, enfin les CARUD, ils n'ont peut-être pas le projet de soins, mais l'accueil, l'évaluation, le suivi et le projet de soins, moi je pense qu'il y a 5 erreurs fondamentales et qu'on voit quand même régulièrement se commettre. Donc ne pas accueillir du fait de la barrière de la langue. Donc nous, on a régulièrement, tous les jours, des coups de fil d'autres XAPA qui nous envoient des gens qui parlent des langues étrangères pensant que nous sommes polyglottes. Donc effectivement, je ne parle pas encore punjabi couramment, mais donc c'est vrai que ne pas accueillir du fait de la barrière de la langue, c'est vraiment le premier truc. C'est très simple, ça paraît bête quand on le dit, mais c'est quand même très très souvent le cas. Et donc de ce fait, penser que l'alliance thérapeutique est impossible. L'alliance thérapeutique, elle peut se faire sur autre chose que la langue, du non-verbal, une offre de quelque chose, des sourires, des choses comme ça. On peut commencer comme ça. Après, si ça intéresse les 2 parties, on peut aller plus loin. Mais déjà, ça, c'est le départ. Et puis, si les gens sont motivés pour avoir un traitement de substitution, héroïne, ça se dit à peu près de la même manière dans toutes les langues, méthadone aussi. Et après, les chiffres, c'est simple, 20, 30, 40, c'est ce que je dis. On peut tout à fait mettre quelqu'un sous substitution sans parler la même langue que lui. Et puis après, on peut faire appel aussi à des interprètes. Donc, surestimer aussi l'influence de la culture dans la psychopathologie présentée par le patient, la minimiser est également une erreur. Et puis, confondre les déterminants culturels avec les déterminants sociaux ou environnementaux, parce qu'il y a des choses, voilà, par exemple, sur l'injection, c'est pas trop parce que les Géorgiens sont des machos, c'est vrai qu'ils sont machos, puis ils se présentent un petit peu comme ça, mais c'est aussi parce qu'en ex-URSS, tous les médicaments passaient par la voie injectable. Donc, par exemple, quand je propose à un de mes patients qui a un lumbago des anti-inflammatoires Péros, il me regarde en me disant « Mais non, ça ne va pas du tout ce que tu me proposes. Moi, ma mère, elle me faisait des piqûres. » « Ah bon, ta mère était médecin ou infirmière ?» « Non, pas du tout, mais elle me faisait des piqûres. » Donc, c'est quelque chose de quand même très courant dans la société d'ex-URSS, les piqûres. Bon, d'ailleurs, chez nous, à la campagne, un bon traitement, c'était un traitement par piqûre. Mais... parce que j'ai été médecin à la campagne il y a très longtemps, mais là, encore plus. Donc, c'est des gens qui, quand ils prennent un médicament ou quand ils prennent une drogue, ils l'injectent. Voilà. Donc, c'est pas trop à voir avec leur virilité et tout ça. Donc, et c'est pour ça que ça se retrouve chez les Biélorusses, les Ouzbeks, les Kazakhs, les Tchétchènes, les Tadjiks, enfin bref, tous les gens qu'on a pu recevoir. Et... donc, les présentations cliniques aussi peuvent être assez trompeuses parce qu'on sous-estime les états de stress post-traumatique chez ces personnes. Et c'est parce que peut-être, déjà, on ne parle pas toujours la même langue. Eux aussi, ils ont une certaine pudeur à se raconter. On ne pose pas quand même tout ça sur la table et des fois, c'est un peu compliqué. Donc, des tableaux cliniques qui sont peu révélateurs ou spécifiques, des douleurs diffuses, mal systématisées, des céphalées, des insomnies, de la fatigue, des douleurs du rachis, des crampes dans les bras, dans les membres inférieurs, des éléments un peu hypochondriaques. Ils mettent souvent assez, puisqu'ils sont stressés de ne pas avoir été accueillis ailleurs, ils mettent souvent en avant des traumatismes, des maladies anciennes. Par exemple, sur l'hépatite C, ils arrivent souvent en nous disant « j'ai une cirrhose ». Et il y a aussi l'histoire de la tuberculose XDR, qui, effectivement, on a un groupe de patients géorgiens qu'on suit à Gaïa, qui sont très, très affectés par cette pathologie, donc beaucoup d'insomnie et des cauchemars. Et puis aussi, l'erreur, c'est de poser des diagnostics psychiatriques un peu trop rapides sur des troubles du comportement qui seraient plutôt liés à des conditions de vie, à la précarité. Alors ça, c'est valable pour toutes les personnes en situation de précarité, mais encore plus pour des gens qui ont des difficultés à s'exprimer, avec qui on n'a pas forcément une compréhension immédiate. Enfin, de toute façon,
on n'a jamais une compréhension immédiate avec tout le monde, mais encore plus avec les migrants, ça peut être compliqué du fait de la langue. Donc les obstacles, c'est clairement, c'est vrai, la langue, hein, la méconnaissance des dispositifs. Par exemple, en ex-URSS, une association, ça n'existe pas, c'est un concept qui n'existe pas. Donc au début, quand on essayait d'expliquer comment ça fonctionne en France, nous, on ne peut pas donner des papiers. Là encore, avant-hier, il y a il est moldave, un sourd-muet qui vient à la salle, qui est encore plus vulnérable puisqu'il ne parle pas la langue, il est sourd-muet, il est VIH, enfin, il accumule un peu. Il me disait, mais pourquoi on ne me donne pas un passeport français? Pourquoi vous, Gaïa, vous ne me donnez pas un passeport français? Je disais qu'il fallait aller à la préfecture et tout ça. Il disait, mais vous êtes la préfecture, quoi. Enfin, l'association, ça n'existe pas. Donc, on est tous un peu liés à la police. Donc, il faut déconstruire tout ça pour qu'on puisse faire alliance. C'est parfois un peu compliqué avec certains. La méconnaissance des principes de traitement et de l'approche de réduction des risques. On a beaucoup, par exemple, chez les migrants tchétchènes, il y a il y a beaucoup de demandes de sevrage, d'être sous méthadone longtemps, c'est pas bien, la famille s'en mêle, beaucoup de pression des familles, de la femme pour arrêter le traitement de substitution. Donc on reçoit les gens, on essaye d'expliquer un peu comment les principes en fait du traitement et de l'approche, mais c'est pas simple, on n'entend pas ça très vite, quoi. L'incertitude et l'insécurité concernant les projets de vie. Donc beaucoup de difficultés à avoir un statut légal sur le territoire. Donc on peut faire tous les projets du monde, on se retrouve toujours un peu au point de départ, parce que les personnes ne peuvent pas obtenir un statut légal sur le territoire. Il y a aussi les groupes de pairs qui sont consommateurs et qui vivent dans la marginalité, avec qui on a des loyautés, un sens de l'honneur. Il y a quelques réseaux mafieux, bien que les gens, j'insiste, puisqu'il y a eu pas mal d'études de fait là-dessus, les Géorgiens, enfin en général les gens de l'Est, mais surtout les Géorgiens, ne sont pas impliqués dans le trafic de drogue. Ils sont impliqués dans des petits trafics, la cage de Faraday, là, ils vident les supermarchés avec les grands sacs remplis d'aluminium, les marchés aux bifins, aux marchés aux voleurs et tout ça, mais il n'y a pas beaucoup de trafic de drogue chez les Géorgiens. Ça, vraiment... Le Subutex, ouais. Ouais. Mais on n'a pas de vendeur, par exemple, sur la Seine parisienne, il n'y a pas de vendeur de substances qui soient géorgiens. Enfin, moi, j'en connais pas, quoi. Après, il y a des trafics internationaux. Ouais. Et donc, je pense que aussi, il y a beaucoup de frustration liée au déclassement. Notamment Marie en a parlé sur les Géorgiens, liés aux conditions économiques et sociales qui alimentent des transgressions, qui elles-mêmes engendrent l'exclusion, ce qui aggrave les troubles du comportement. Donc on est dans une espèce de cercle vicieux, de serpent de mer qu'on retrouve encore plus fort chez les personnes migrantes. Et aussi, quand on arrive dans un pays et qu'on a donc ce réseau, ce groupe de pairs qui sont eux-mêmes consommateurs, ça permet aussi d'avoir un réseau d'intégration assez court. On va pouvoir s'en détacher après, parfois, mais ça fait un réseau d'intégration. Il vaut ce qu'il vaut, mais il a au moins le mérite d'exister. Donc, les modalités spécifiques des soins... sur la langue, moi je vais relater vraiment l'expérience qu'on a eue à Gaïa, enfin à Médecins du Monde et à Gaïa. Donc, appel à l'interprétariat, appel à des bénévoles ou par téléphone. Donc ISM, c'est vrai que ça coûte cher, 25 € le quart d'heure, mais bon, des fois on n'a que ça sous la main. Le recrutement d'intervenants compétents en plusieurs langues, on peut aussi cibler ça. Nous, on a pris ce choix-là. Les bénévoles, ça peut être aussi des usagers pairs qui ont acquis suffisamment de français pour pouvoir être traducteurs pour leurs pairs. Donc la première étape pour faire alliance, c'est vraiment partir des besoins des personnes. Donc là, en l'occurrence, sur beaucoup de personnes, c'est les traitements de substitution. Donc là, par exemple, les gens qu'on a reçus du Pendjab, c'est des gens qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans des conditions ils sont assez esclavagisés d'ailleurs, sur les marchés, assez loin, c'est compliqué pour eux. Ils prenaient de l'héroïne et de la codéine qu'ils achetaient à la pharmacie. Là, cet été, vous le savez comme moi, la codéine n'est plus accessible en vente libre en pharmacie. Il faut une ordonnance. Donc, je pense que c'est l'explication des personnes qui, du coup, enfin,
ont pris cette opportunité pour avoir un traitement. Donc partir vraiment de cette demande-là des traitements de substitution, nous on a des gens qu'on voit, donc accueil inconditionnel, on les voit pendant 1 heure, on commence le traitement de substitution, et puis après, parfois il ne va rien se passer pendant des mois. Et le temps qu'ils fassent aussi leur chemin, ils reviennent nous voir, enfin on ne les presse pas, on peut leur proposer l'aide médicale, on peut leur proposer voilà, les tests de dépistage, le fibroscan, enfin, voir un petit peu par rapport à l'hépatite C, mais on ne met pas de barrière avant. On part de leurs besoins. Donc là, c'est beaucoup démarche sociale, AME et traitement de l'hépatite C. Donc c'est vrai qu'on traite, on a accompagné beaucoup de gens au traitement, beaucoup de migrants qui sont effectivement motivés par le traitement, et en même temps, il y a beaucoup d'entraide dans la communauté, donc ils ratent moins les rendez-vous. La différence que tu as pu remarquer, Marie, nous, on voit que c'est des gens qui socialement, psychologiquement, sont encore assez bien structurés par rapport à certains de nos autres patients, et qui vont moins rater les rendez-vous, plus se reposer sur un tiers pour les accompagner, tout ça. Donc c'est d'où on arrive plus vite au traitement, on arrive plutôt plus vite à la guérison. Et puis on peut aussi entamer des démarches de régularisation quand ça nous semble possible. Alors c'est une situation un peu délicate puisqu'on est vraiment entre deux mondes. On est entre leur monde, entre les lois sur les drogues, les lois sur les titres de séjour. Et parfois, il y a beaucoup de déceptions puisqu'on accompagne et puis ça ne se passe pas, on n'arrive pas à obtenir. Donc il y a des ruptures, il y a des incompréhensions. Donc il faut vraiment toujours, à chaque étape, expliciter, revenir, réexpliquer pour qu'il n'y ait justement pas d'incompréhension, puisqu'on est Gaïa ou d'autres associations, un peu la seule accroche qu'ils ont, en tout cas avec le système. Donc s'il y a rupture avec ce petit bout, il y aura rupture totale. Donc on essaye toujours de revenir, et on a eu des moments difficiles, parce qu'il y avait, on n'obtenait pas la régularisation, on n'obtenait pas le traitement comme il fallait, après des mois et des mois de démarches. Et ensuite, ça c'est la première étape pour faire alliance. Et la deuxième étape, là on peut, parce que la personne va finir par parler un peu français, ou pour d'autres on a des intervenants qui parlent la langue, on va travailler les représentations, on va travailler les conflits internes, on va travailler l'environnement de la personne, on va travailler sur un vrai projet d'intégration si possible, ou de stand-by quand il n'y a pas de papier, ce qui est quand même assez souvent le cas, puisque les lois précarisent encore plus. Enfin, c'est ce que disait Jean-Christophe. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ils sont migrants, mais en plus, ils sont usagers de drogue, donc ils vont être contrôlés, être incarcérés ou être en garde à vue pour infraction à la législation des stupéfiants. Puis après, c'est fini, ça bloque toute possibilité de régularisation. Donc il y a un peu la double... Enfin, c'est vraiment compliqué. On a aussi fait des partenariats avec des structures spécifiques comme le programme Bossiec, qui est un programme qui est porté par l'association Charonne à Paris, et qui se sont un peu spécialisés dans la médiation avec les migrants, et le soutien psychologique. Donc, par exemple, avec Bossiec, moi j'ai fait le tour des XAPA parisiens pour leur expliquer que non, les russophones, on pouvait les accueillir, même si on ne parlait pas russe couramment, qu'on pouvait prescrire la méthadone. On a expliqué, elle revient sur des éléments culturels. Enfin, c'est très utile, et elle accompagne des gens vers différents XAPA de la région, parce qu'effectivement, nous, on ne pouvait pas absorber toutes les demandes. Et on a aussi fait une matinée réservée aux russophones pendant plusieurs années, et c'était un peu pour lutter contre la désaffiliation, amener un peu plus de soutien entre les pairs, avoir pour eux qu'il y ait un peu plus de reconnaissance sociale, d'entraide, et ça a bien fonctionné. C'est vrai que maintenant, c'est moins nécessaire aujourd'hui. Et puis, essayer aussi de proposer des ateliers de redynamisation. On a pu, avec Bossiec, monter un système d'usagers, de travailleurs pairs. Donc, il y a 2 personnes qui interviennent dans la salle, qui sont des travailleurs pairs russophones. Donc, voilà, il y a quelques pistes comme ça que j'ai mis pour Donc, la conclusion, c'est... Non,
oui, je vais faire la conclusion et je passe la parole. Donc, c'est possible de recevoir et faire des projets avec des personnes migrantes non francophones. Enfin, nous, on en est convaincus. Mais ça pose la question des politiques prohibitionnistes qui déplacent et qui précarisent encore plus les populations. Et puis les moyens mis dans cet accueil en termes d'interprétariat, de personnel formé, sont clairement pas à la hauteur. Il y a ça repose beaucoup sur la bonne volonté des équipes de s'adapter à ces différentes formes, ces différentes personnes et ces différentes formes d'addiction, ces différentes cultures. Et aussi la question de la solidarité sanitaire internationale, comment aider le développement de projets là-bas et avec quelles ressources financières au-delà de celle du Global Fund et de quelques fondations richissimes. Alors moi, j'ai pas trop le temps de parler du projet qu'on a mené en Géorgie, où on a donc essayé de développer des programmes de réduction des risques avec Médecins du Monde. Donc là, c'est ma casquette bénévole à Médecins du Monde. Et on travaille avec le gouvernement géorgien sur un plan national d'élimination de l'hépatite C, qui sous-entend aussi qu'il y ait vraiment des programmes de réduction des risques dignes de ce nom. Donc, je vais passer la parole à Durvan pour qu'il vous parle un peu de ce qui se passe dans la salle de consommation au regard de cette problématique. Bonjour, donc, je suis Igor Lebouris, infirmier à la salle de consommation de Gaïa. Donc, je vais rajouter un petit peu ou compléter ce qu'a dit Elisabeth. En même temps, je m'aperçois qu'elle a déjà dit beaucoup de choses que je voulais dire. Donc, en effet, Gaïa accueille des usagers d'Europe de l'Est depuis les années 2000. C'était probablement, donc, en effet, la première association qui accueillait. Maintenant, pour avoir aussi étudié un petit peu le public d'Europe de l'Est et plus particulièrement les Géorgiens. Dans les années 2005, les Géorgiens arrivaient aussi dans d'autres structures. Je pense à l'association EGO qui est à côté de Gaïa, à la gare du Nord. Mais il y a d'autres associations, je pense aussi à Rupture à Lyon, qui avait déjà édité des flyers en russe dans les années 2000. Et en discutant avec d'autres partenaires au THS, on s'aperçoit qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'il y a des usagers russophones. Ils sont beaucoup passés par l'Allemagne, comme tu disais. Le collègue de Catalogne hier disait qu'il y avait 25% de leur file active qui venait d'Europe de l'Est. Je sais qu'à Bordeaux, il y a beaucoup de Bulgares. Je parlais hier avec des gens de Nice qui accueillent des Tchétchènes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est plus du tout spécifique à Paris, en tout cas. Si on parle de notre file active au sein de la salle de consommation, on a donc 800 usagers différents, 800 injecteurs. Et sur les 800, 24% viennent d'Europe de l'Est. Ce qui veut dire donc 200 personnes. La plupart, ce sont des Géorgiens, il y a quelques Lituaniens, quelques Polonais, et je tiens aussi à rappeler, comme tu disais Elisabeth, on a une file active d'usagers finlandais qui est pas, voilà, qui devient un petit peu conséquente. Je sais pas, il y a peut-être 15 usagers, voilà. Comme on le disait, il y a une forte prévalence de l'hépatite C. Au niveau du VIH, je pense qu'on dépasse aussi les taux qu'on a au niveau de la France. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout évoqué tout à l'heure, mais au niveau de l'hépatite B, si on se penche un petit peu plus, je pense qu'on dépasse aussi la prévalence au niveau des personnes occidentales. Bon, alors c'est probablement lié au dispositif qui est inexistant dans leur pays d'origine, puisque une bonne partie d'entre eux avaient déjà des pratiques d'injection dans leur pays d'origine. Deuxième explication, peut-être aussi sur le fait qu'ils ont une forte prévalence aux hépatites. Dans ce que nous, on observe, ce sont des personnes qui consomment souvent ensemble, ils achètent le produit ensemble et après, ils consomment ensemble. Donc, il y a probablement des pratiques à risque un peu plus importantes, peut-être plus dans leur pays d'origine, puisque ce que tu nous disais, Marie, tout à l'heure, c'est qu'ils partagent un peu moins la seringue que les usagers francophones. Au niveau des produits qu'ils consomment,
Donc en effet, beaucoup injectent la méthadone, que ce soit la méthadone sirop, la méthadone gélule. Ce sont pour la plupart aussi des consommateurs d'alcool. Alors pour eux, ils n'en parlent pas, mais très fréquemment, ils consomment aussi beaucoup de bières fortes. Et puis ce qu'on a observé, en tout cas avec l'ouverture de la salle, c'est vraiment des pratiques d'injection de crack, et qui n'est pas du tout réservé aux populations précaires, en situation de précarité sur la Seine de Gare du Nord. Sur la file active d'injection de crack, il y a plus de 60% qui sont d'origine d'Europe de l'Est. Je me suis juste penché sur le mois de septembre où on a eu 120 injecteurs différents de crack sur la salle. Sur ces 120-là, 80 personnes viennent d'Europe de l'Est, avec pour la plupart des injections de speedball, comme on disait tout à l'heure. On appelle ça le speedball du pauvre, où les personnes mélangent méthadone, crack ou scanant crack. On a même quelques usagers qui injectent de la buprenorphine avec du crack. Par contre, dans ce public-là, comparé aux personnes de la salle qui ne viennent pas d'Europe de l'Est, rares sont ceux qui injectent le Stilnox, la Ritaline, la kétamine, le Valium. Voilà, ils sont plutôt sur des usages assez classiques, méthadone ou scanant et crack, comme je disais à l'instant. C'est un public qui vit en squat. Très, très rares sont ceux qui dorment vraiment dans la rue. Ils sont dans la débrouille et vraiment ils sont assez soudés. Ils vivent vraiment en communauté, ce qui nous rend c'est plus difficile de les appréhender. Comme tu disais, Elisabeth, il y a quand même des outils qui ont été mis en place. Avec la communication non verbale, on peut déjà avancer beaucoup. Alors, nous, sur la salle de conso ou sur le PES, ils peuvent montrer les outils qu'ils ont besoin. On a certains collègues qui sont russophones et quand c'est nécessaire, on utilise l'ISM interprétariat. On fait aussi des petits flyers, des petits flyers ou des affiches en russe et en géorgien. On fait ça assez fréquemment dans la salle pour rappeler en tout cas le cadre, puisque chaque personne qui est admise, qui passe un questionnaire, doit signer un contrat. Donc c'est vrai que quand on ne parle pas la même langue, c'est un petit peu compliqué. Et sur les histoires du règlement intérieur dans la salle, il y a quand même souvent à reprendre les choses avec tout le monde, hein, pas forcément qu'avec les russophones. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué de reprendre des règles de fonctionnement quand on ne se comprend pas, hein, évidemment. Donc on a des médias comme des petites affichettes, des papiers, des choses comme ça. Oui, on peut aussi utiliser les nouveaux médias. On a des collègues qui ont trouvé des logiciels où on peut utiliser directement sur le smartphone, où la personne parle en géorgien, et on peut utiliser cet outil-là. Comme tu disais, il y a de plus en plus de brochures qui sont traduites en russe concernant les hépatites ou même au niveau de la réduction des risques purs. On s'est adapté aussi au niveau du matériel, parce que lorsqu'ils injectent de la méthadone sirop, ils ont besoin de grosses seringues, de grosses aiguilles. Et si nous, on ne leur donne pas ces outils-là, ils vont se les procurer en pharmacie. Et ça rend la communication pas facile toujours avec le pharmacien. Et ils vont souvent réutiliser le matériel beaucoup plus fréquemment que s'ils avaient une disponibilité facile. Donc du coup, on s'est adapté et on donne aussi des grosses seringues, des grosses aiguilles. Voilà ce que j'avais à compléter un petit peu.
Merci beaucoup pour votre double intervention. Moi, je retiens les 2 mots rapidement. Le premier, c'est celui de la démarche éducative, Elisabeth, que tu as présenté, je dirais, avec les attentes à clarifier, les objectifs, une progressivité dans les projets. Enfin, voilà, quelque chose qu'on doit s'adapter réellement, voilà, au public, aux gens, évidemment, qu'on a en face de nous. Ça, je disais démarche éducative, puisque je pense que ça reprend beaucoup d'éléments de ce qu'on peut retrouver dans cette démarche. Et le deuxième mot, c'est la solidarité internationale. Tu l'as rappelé, tu l'as dit. J'aime beaucoup parce que je pense que dans migration et addiction, il y a également la migration des savoir-faire notamment, qu'on peut nous aussi amener, voilà, faire traverser les continents ou la mer pour les amener dans d'autres pays. Tu as parlé de la Géorgie, il y a également un programme de réduction des risques au Sénégal actuellement, qui est porté par Esther et qui va dans le même sens, c'est-à-dire d'apporter des éléments de savoir-faire en termes de réduction des risques. Oui, et puis peut-être à rajouter dans ce que tu as reprécisé, combien la question de la santé mentale aussi est un parent pauvre dans la prise en charge, à la fois dans le manque de systématisation autour du diagnostic, hein, tu as rappelé, il va peut-être falloir être plus attentif à ces questions-là, et puis derrière l'offre de soins pour cette problématique-là qui est, encore une fois, un parent pauvre, pas exclusivement pour les usagers, mais pour une bonne partie de la population. Donc, on a une séquence d'échanges, de questions, de points de vue. Je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle. Oui, il y a un micro. Et il y a une question devant. Merci de vous présenter. Bonjour. Docteur Hammerlein, je suis à Aulnay-sous-Bois, en fait, le nord de Paris. Merci pour ces présentations. J'ai appris pas mal de choses. Et j'ai 3 questions. Premièrement, la question, vous avez dit qu'en septembre, vous avez reçu 120 usagers de drogue et que vous avez en fait un pourcentage plus important de crack. Comment vous faites ces statistiques? Est-ce que vous posez les questions aux usagers? Est-ce que, je ne sais pas comment vous faites, est-ce que vous avez un registre? Je pose troisième question, après je vous laisse répondre. La deuxième question, vous avez dit qu'à Saint-Saint-Denis, il y avait des problèmes de seringues. Pourquoi? Il y a 60% de francophones, je suppose que c'est d'origine maghrébine, francophone. Et donc, il y a 60% qui se partagent les seringues. Pourquoi on n'arrive pas à acheter en France les seringues facilement? Et la troisième question, vous avez une comorbidité concernant les usagers de drogue. Il y a beaucoup d'hépatite C, il y a beaucoup de HIV. Est-ce qu'il y a un programme international pour aider ces nations, en Géorgie ou ailleurs, pour se soigner chez eux? Parce que ça va coûter très cher pour la communauté française. Et deuxièmement, ça fait un appel d'air pour les gens pour venir se soigner. Alors, est-ce que vous avez des réponses? Merci. Oui, donc je vais répondre pour la première question concernant les injections de crack. Juste pour repréciser sur les chiffres que j'ai donnés en mois de septembre, en septembre, nous avons reçu 400 personnes différentes. Donc 400 personnes qui ont injecté au sein de la salle de consommation. Et sur ces 400 personnes différentes, il y a 120 personnes qui ont injecté du crack. Et sur ces 120 personnes, 80 sont des usagers d'Europe de l'Est. Et concernant donc comment on a ces chiffres-là, dans la salle de consommation, comme dans toutes les salles de consommation dans le monde, les personnes doivent montrer le produit qu'elles vont consommer. Donc la personne qui est à l'accueil demande à l'usager, et l'usager est obligé de nous montrer le produit qu'il va consommer. Juste un mot sur la troisième question, mais je pense que Jean-François, vous pourrez. Mais sur la solidarité internationale, il y a un organisme qui s'appelle le Fonds mondial, j'en ai parlé. Donc ils financent des projets partout dans le monde sur la lutte contre le VIH, les hépatites et la malaria. Donc ils ont des programmes dans beaucoup de pays où sont développés des programmes de traitement antirétroviral, des traitements par les traitements de substitution aux opiacés. Donc il y a des projets qui sont montés quand même assez largement dans pas mal de pays, qui sont évidemment insuffisants.
mais il y a une solidarité internationale. Enfin, après, je laisserai la parole, mais sur... à mes collègues. Il y a des accords bilatéraux entre les pays, il y a des programmes gouvernementaux via le MAE, ministère des Affaires étrangères, il y a des associations qui travaillent à l'international pour essayer effectivement d'accompagner des systèmes de santé à être plus effectifs. Moi, je voudrais revenir sur votre remarque autour de la question de l'appel d'air et le coût que pourrait... le coût de prise en charge de ces patients en gros étrangers, parfois en situation irrégulière, pour notre société, notre capacité à les prendre en charge. D'abord, il y a plusieurs études qui montrent que la grande majorité des personnes qui arrivent chez nous ne viennent pas pour des raisons thérapeutiques. C'est moins de 10% de la migration globale. C'est essentiellement parce qu'on fuit des zones de conflit, de grande pauvreté, d'insécurité, plus que pour des raisons curatives, même s'il y a des gens qui... viennent pour des raisons thérapeutiques, c'est une faible concentration de migrants. Et donc l'idée qui consiste à dire que tous les malades du monde entier vont venir se faire soigner chez nous parce que notre système de santé est tellement solidaire que ça va nous impacter nous-mêmes est une fausse idée. Je pense qu'en revanche, on peut très bien pouvoir réfléchir sur la capacité de pouvoir mieux soigner et les étrangers et nos concitoyens. Si on parle des comorbidités que vous avez évoquées, notamment l'hépatite C, en travaillant sur le prix du médicament. Les antiviraux à action directe restent démentiellement élevés en termes de prix chez nous. On doit être autour de, je me souviens bien, entre 20 et 30 000 ou 40 000 euros le traitement. Il y a quelques années, on était à 50 000 ou 60 000 avec le sofosbuvir et d'autres antiviraux à action directe, alors qu'on sait que dans certains pays, des génériques existent et qu'on peut être sur des traitements autour de 900 euros, voire un peu moins. Donc posons-nous la question de savoir si on veut avoir un moindre coût dans la prise en charge de certaines pathologies. La question n'est pas de fermer les frontières et aussi peut-être de rendre les coûts de prise en charge, le coût des prix des médicaments notamment, moins conséquents, et ce sera beaucoup plus facile d'absorber des malades, y compris des Français entre guillemets, pour ce type de pathologie. Donc voilà, peut-être ne nous trompons pas de combat. Juste sur l'accès aux seringues en Seine-Saint-Denis, donc comme je l'indiquais, en fait, sur la France entière, on a des difficultés d'accès aux seringues qui sont rencontrées par les usagers, principalement en raison de la criminalisation de l'usage qui fait que certains pharmaciens vont hésiter à vendre des seringues, mais autre élément, c'est également les XAPA. Et on a certains professionnels de XAPA qui peuvent être réticents à distribuer des seringues. Et donc en Seine-Saint-Denis, cette proportion est encore plus élevée. Donc on a 60%, comme je le disais, c'est 30% en moyenne sur la France et dans l'ensemble des grandes villes et 60% en Seine-Saint-Denis. Alors en Seine-Saint-Denis, on retrouve les mêmes motifs, réticence des pharmaciens et réticence des médecins et des professionnels d'Exapa à distribuer des seringues. Donc c'est ce qui explique le taux plus élevé en Seine-Saint-Denis. Voilà, et également effectivement les difficultés d'accès par rapport aux distributeurs, qui est un troisième élément. Bonjour, Karine Voiré, moi je suis médecin au bus 3132 à Marseille et merci pour vos présentations qui étaient fort intéressantes. Juste pour apporter le témoignage, en fait on partage exactement le même constat face à énormément de personnes d'originaires de l'Europe de l'Est qui viennent sur le XAPA Carude. Le fait que l'obstacle de la langue, l'accueil se fait autrement, et le fait de construire le lien au quotidien permet d'avancer. C'est des difficultés sur les équipes, effectivement. Ça nécessite beaucoup d'implication, mais c'est fort possible. Et dernièrement, on a constaté, sur la semaine dernière, des usages de Lyrica, de gabapentine, sur des personnes originaires de Lituanie,
3-4 personnes qui sont arrivées juste la semaine dernière. Alors c'est toujours, il y a toujours un petit peu des lois des séries souvent dans les. Et je me demandais si vous aviez constaté aussi ces usages-là. A priori, dans la salle de consommation à Paris, il n'y a pas d'injection de Lyrica. Enfin, on n'en a pas vu pour l'instant. Par contre, au XAPA, on a beaucoup d'usagers qui nous demandent du Lyrica, qui nous demandent des prescriptions de Lyrica. Mais voilà, c'est quand même une demande un peu récurrente, quoi. Antoine Canard, Opélia Lyon. Vous avez parlé de la prise en charge, qu'il fallait savoir associer la prise en charge addictive et des troubles psychiatriques, et je pense notamment à l'état de stress post-traumatique en lien avec ces populations qui ont vécu des choses soit au niveau de leur pays, soit qui sont dans une situation de discrimination en France et qui peuvent être amenés à supporter un certain nombre de stress. Est-ce que vous avez essayé de mettre en place des activités spécifiques pour essayer de prendre en charge cette comorbidité ou cette pathologie duelle? Voilà. Spécifiquement, on peut accompagner les gens à une consultation. Nous, à Gaïa, on n'a pas de psychiatre dans l'équipe. On n'a plus de psychiatre, on a eu, mais on a quelques médecins qui peuvent eux-mêmes prescrire quand ils ont voilà, une bonne connaissance de la personne et quand ils ont posé un diagnostic au moins. Sinon, on peut aussi orienter les gens vers en les accompagnant vers des consultations extérieures à l'association. On a essayé pendant pas mal d'années de pénétrer la forteresse du centre Mikovska à Paris, qui est donc un centre pour voilà, les troubles psy chez les migrants. Mais dès qu'on disait que nos patients étaient usagers de drogue, ça marchait plus, quoi. Donc on a essayé, moi j'ai essayé une bonne trentaine de fois, puis un jour j'ai laissé tomber. Alors, je souhaite qu'un jour ils changent d'attitude vis-à-vis des populations usagères de drogue, et là on pourra travailler avec eux, ça serait super d'ailleurs. Bonjour, Miguel Velasquez d'Assud, président. Je voulais juste, j'avais remarqué qu'il y avait une certaine agressivité entre les usagers de l'Est et les usagers, disons, francophones, on va dire. Est-ce que c'est dû à ce que, vivant dans des pays où la prohibition est quand même très forte, et lorsqu'ils arrivent en France, ils se trouvent dans une situation à la fois qui doit quand même être assez troublante pour eux, parce que ils voient à la fois qu'il y a des salles de consommation et puis à la fois il y a une prohibition dans la rue au niveau de la police, etc., une pression très forte. Donc est-ce que tout ceci ne les déstabilise pas et renforce une certaine repli sur soi et agressivité parce que j'ai souvent vu les altercations, que ce soit à Gaïa ou même dans la salle, des petites, hein, ça partait jamais, mais j'ai remarqué une certaine hostilité entre ces deux groupes. Est-ce que vous confirmez ou pas ? C'est-à-dire qu'il y a eu au départ des confrontations un petit peu violentes. Maintenant, il y en a de moins en moins. Bon, il y en a quand même eu une qui a été filmée par les riverains le 26 février devant la salle de consommation, où il y avait un groupe de Géorgiens qui se battait avec un groupe d'autres gars. Donc, mais bon, là, c'était plutôt Unga, on montre les muscles. Il n'y a pas eu vraiment, mais c'était bruyant, quand même assez... Et en fait, nous, ce qu'on regarde sur le terrain, c'est que c'est vrai qu'il y a des communautés assez soudées, comme les Géorgiens qui s'allient pas mal aux Tchétchènes aussi, et qui peuvent faire un petit peu groupe. Mais quand il s'agit d'aller acheter du produit et tout ça, on les retrouve quand même tout à fait copains assez vite, quoi. Donc c'est un peu voilà, fluctuant. On va dire que quand c'est la rue, c'est violent. La rue, le marché des drogues, en tout cas autour de la gare du Nord, il est assez rude. Et donc, quand il y a une altercation entre deux personnes, si une des deux est géorgienne, les autres arrivent parce qu'ils sont solidaires. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils ne s'entendent pas tout le temps, quoi. Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire sur justement peut-être
le désarroi non, que par rapport à la situation que je décrivais. Donc, il y a des salles de conso en France, mais d'un autre côté, la prohibition est très forte. Donc, est-ce que ça aussi, ça accentue pas disons leur position de se blinder et de... Non, enfin moi j'ai l'impression que justement ils intègrent assez bien sur la police et tout ça, ils interviennent, enfin ils ont intégré assez bien les codes et les règles du jeu. Hein. Oui, ça sur la police, j'en suis sûr, parce que dans leur pays c'est ce qui se passe, mais par contre par rapport justement à l'espace de liberté qu'offre une salle de consommation, justement est-ce qu'il n'y a pas une tendance à vouloir en abuser, on peut dire les choses ouais, enfin... Oui, non, enfin, ce qui est un peu compliqué dans la salle, c'est justement sur les règles de fonctionnement. Il faut les redire à tout le monde régulièrement. Et là, comme il y a pas mal d'intervenants qui... Voilà, la plupart des intervenants de Gaïa ne parlent pas la langue, c'est un petit peu compliqué de reprendre les choses. Mais je ne vois pas particulièrement... Après, il y a les modes de consommation qui sont différents. C'est vrai qu'en Géorgie, comme c'est très répressif, ils achètent des médicaments, ils fabriquent des drogues. Hein, ils font toujours ça par groupe de 5. Donc là, ils viennent dans la salle en disant « Voilà, on est 5 », parce qu'eux, ils n'ont pas beaucoup d'argent aussi. Et donc, comme ils m'ont expliqué ça, 1 euro, c'est 1 euro. Ici, les autres, ils ont le RSA, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont leurs parents. Nous, c'est compliqué, donc on se met à plusieurs pour acheter. Donc voilà, on est 5, est-ce qu'on peut consommer à 5 ? Donc là, c'est là où ça peut être un petit peu un conflit avec la salle, parce qu'il faut qu'on leur explique que non, c'est 2 maximum, et nous, on accepte en plus 2, il y a d'autres endroits où ils n'acceptent pas. Et bon, bah, parfois, il est arrivé que ça soit 3, on les laisse faire, quoi. Voilà, c'est parce que c'est avec une supervision. Mais c'est, voilà, leur mode de consommation, c'est comme ça. On consomme à plusieurs. Sur les relations entre les usagers d'Europe de l'Est et les autres usagers des CARUD, effectivement, on a eu des retours depuis quelques années, depuis 2-3 ans, de phénomènes d'agressivité et d'hostilité. Alors, il y a une dimension qui est liée effectivement à des différences. Je crois que l'injection de méthadone, c'est quand même très mal vu par beaucoup d'usagers, hein, puisque je disais que c'est une pratique vraiment relativement rare dans les CARUD, 3%. Et puis aussi, il y a eu des phénomènes effectivement de violence. Par exemple, dans le rapport de Rennes en 2016, il faisait état de groupes de migrants d'Europe de l'Est qui attendaient des usagers qui venaient se faire prescrire leur méthadone pour les dépouiller, les racketter, etc. Donc bon, voilà, c'est des réalités qui peuvent exister. Et j'aurais une question, moi, à poser. Oui. Dire quelque chose de très simple par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir. Je pense qu'il faut faire attention également à ne pas trop surestimer le facteur culturel. Et une des raisons aussi de l'agressivité qu'il peut y avoir entre ces différentes populations, c'est simplement la barrière de la langue. C'est-à-dire quand vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle et que les gens n'arrivent pas à parler. D'ailleurs, je vais faire une comparaison qui n'est peut-être pas très heureuse, mais c'est ce qu'on peut voir aussi chez les enfants, hein, avant qu'ils parlent. Comme ils n'arrivent pas à se comprendre entre eux, ils sont beaucoup plus violents entre eux que quand ils maîtrisent le langage. Donc quand vous êtes dans un pays où vous ne maîtrisez pas bien la langue, les autres maîtrisent la langue, vous allez avoir des discussions, il y a des incompréhensions qui sont liées à l'absence de langage commun. Et voilà, ces tensions, elles peuvent simplement venir de là. Je voulais poser une question à Elisabeth, donc qui a 15 ans de recul sur l'évolution. Est-ce qu'elle a constaté une évolution dans les profils sociologiques des Géorgiens qui arrivent en France? Ce que tu disais au début, tu avais écrit un article dans SWAP, tu disais quand même qu'il y avait une surreprésentation des gens des classes supérieures cultivés. Voilà, tu parlais notamment du témoignage d'un ingénieur qui habitait en 16e, etc., qui fréquentait. Et est-ce que tu as vu une transformation? C'est toujours ce profil-là est toujours important, ou avec le temps, est-ce que voilà, d'autres catégories ont émergé? Non, je pense que ça a changé avec le temps. Effectivement, au début, on a remarqué, et d'où l'article que j'avais fait en 2005, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient fait des études supérieures dans notre file active, ce qui n'était quand même pas le cas en général. Et là, je crois que sur 100 personnes, il y en avait 67 qui avaient fait des études supérieures. Donc c'est quand même important. En 2005, hein, maintenant, c'est beaucoup moins d'études supérieures, mais néanmoins, je trouve que le niveau
socioculturel des gars de l'Est est quand même un peu meilleur que la moyenne des gens que nous, on voit sur le territoire. D'abord, ils parlent souvent 2 langues. Ils parlent russe et leur langue maternelle, on va dire. Ils écrivent donc 2 langues. Ils ont quand même ils sont tous allés à l'école assez longtemps. Enfin, même maintenant, chez des gens qui n'ont pas fait d'études, quoi. Je trouve que c'est plus flagrant. Alors, on a maintenant quelques personnes qui viennent de Koutaïssi, Zougdidi, qui sont des villes un peu plus reculées en Géorgie, qui sont, eux, clairement du monde paysan. Et donc là, certains ne parlent pas russe, parlent que géorgien, et là effectivement on voit que c'est beaucoup plus compliqué pour eux et ils n'ont pas le même background, on va dire, que les autres, quoi. Merci beaucoup pour ces quelques éléments de réponse du coup et pour vos questions. On va clôturer là cette session. On vous remercie. Moi j'ai juste 5 mots de conclusion. Le premier, c'est qu'on voit qu'on a beaucoup d'obstacles. Certains sont réels, certains sont fantasmés. En tout cas, il y a aussi cette partie, en tout cas, voilà, de transfert sur l'autre de beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réelles. On a des facteurs de risque sociaux, légaux, etc. Et pour autant, on a des données qui confortent les actions qui sont mises en place, que ce soit celles que vous avez présentées à Gaïa ou d'autres qui ont été évoquées, qui démontrent à quel point, quand les acteurs s'investissent, on arrive à avoir des résultats vraiment probants des mesures de réduction des risques. Dernier élément, c'est qu'on a un énorme besoin également en données épidémiologiques, qualitatives, sociologiques sur ces addictions, migrations, phénomènes migratoires, dans un sens, dans l'autre, sur les trafics qui y sont associés, sur la mondialisation également des consommations, des échanges, des pratiques, des attentes des personnes. Voilà, et je pense du coup derrière un travail de recherche pour vous comme pour nous qui est encore très important. Merci beaucoup, merci à vous encore une fois d'avoir communiqué ici. Si vous voulez, on a des petits flyers sur l'activité de la salle de consommation à Paris, un petit bilan. On vient de les avoir, donc si ça vous intéresse.